Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette conférence à UTF sur la fonction douane des chargeurs Evolutel. C'est les principales tendances du baromètre des chargeurs à UTF Eurogroup Consulting pour 2025. Je suis Christine Gilgui, je suis rédactrice en chef du MOCI, Moniteur du commerce international, et je suis ravie d'animer cette conférence. Alors, on a une actualité brûlante sur la fonction douane, puisque que l'on aime ou qu'on n'aime pas M. Trump, une chose est sûre, M. Tarifman a rendu très populaire une fonction essentielle au sein des entreprises, mais souvent considérée comme un peu trop technique, voire ennuyeuse, la fonction douane, que celui qui l'assume ne fasse que ça ou qu'il le fasse avec d'autres activités. Avant M. Trump, un autre monsieur avait donné à cette fonction une visibilité un petit peu inédite, c'est M. Poutine. En déclenchant sa guerre en Ukraine en février 2022, il a provoqué une avalanche de sanctions internationales sur son pays, 16 paquets de sanctions pour la seule Union européenne. Et dans cet écheveau, beaucoup de mesures concernent la fonction douane et d'autres non douanières. Alors dans ce contexte, on attend avec impatience évidemment les résultats de ce baromètre. Ce baromètre, je rappelle, c'est la perception qu'ont les chargeurs de la place et du rôle de cette fonction douane dans leur entreprise. Jean-Michel Garcia, qui est ici au premier rang, délégué aux affaires internationales de l'AUTF, va dans quelques instants présenter les principales tendances pour cette année. Puis nous ferons réagir 3 intervenants, dont un représentant des chargeurs, un représentant de l'administration des douanes françaises et un représentant des commissionnaires de transport. En Europe, on les appelle les représentants en douane enregistrés, les RDE. Bonjour Romuald Dory. Je crois qu'il y a une petite coquille sur votre... Non, c'est bon, ça a été corrigé. Donc bonjour Romuald Dory, vous êtes vice-président de la commission douane de l'AUTF. Et dans vos activités professionnelles, vous êtes responsable douane chez NTN SNR. C'est un groupe industriel spécialisé dans les roulements, toutes sortes de roulements, pour l'automobile, l'aéronautique, etc. Marc Fabre-Garu, chef de la mission Action économique et entreprise de la douane française. Bonjour Marc. Et Khalid Alali, vice-président de la commission douane de TLF Overseas et directeur des affaires douanières chez Clasquin. Alors, avant quand même de lancer M. Garcia, je ne résiste pas à la tentation de vous poser la question. Avez-vous des premières réactions sur la salve de nouveaux droits de douane annoncés par M. Trump hier soir? Prenez vos micros. Qui veut parler en premier? Ça sera un rapide tour de table, parce que je pense qu'on y reviendra à la fin de la conférence. Oui, je pense qu'on est un peu comme tout le monde. On suit l'actualité de près vis-à-vis des États-Unis. Donc, hier a été publié par Donald Trump toutes les séries de mesures à l'encontre de tous les pays du monde. Ce qu'on retient là en premier lieu, c'est qu'on entend parler de 20% de surtaxe pour tout ce qui vient de l'Union européenne vers les États-Unis. Après, je ne vais pas forcément parler des autres pays, mais effectivement, 20%, ça fait quand même réagir. 25% depuis minuit heure locale aux États-Unis sur tout ce qui est pièces de véhicules et véhicules. Donc ça va avoir des impacts assez conséquents. Alors je parle de l'automobile parce qu'effectivement, vous avez précisé que je suis dans une entreprise qui fait aussi de l'automobile. Ce qu'on va chercher à déterminer maintenant, donc, il met ça en conséquence par rapport aux 10% de droits de douane appliqués sur les véhicules américains en Union européenne. Plus une histoire de TVA aussi qui aurait été prise en considération dans le calcul. On va essayer de chercher à bien déterminer quels sont les impacts maintenant pour nous, puisqu'on a quelques incertitudes sur la liste exhaustive des produits, puisqu'on entend parler d'exceptions aux États-Unis. C'est un peu trop à chaud là pour avoir les idées claires sur ce qui va se passer. Mais voilà, c'est le contexte économique qui est très très incertain. C'est un peu ce qu'on peut dire. Monsieur Fabre-Garu, beaucoup de boulot pour vos collègues douaniers américains, non? Effectivement, alors on a un conseiller douanier, on appelle conseiller douanier l'attaché douanier à Washington avec son équipe. Tous les matins en se réveillant, on trouve une salve de mails, ce qui était le cas ce matin,
nous annonçant la déclinaison des mesures, la compréhension qu'il en a, parce que comme dit Romuald, il faut encore affiner tout ça, et notamment les exceptions, les exemptions. Moi, je me suis levé ce matin, donc j'ai lu tout ce qu'il avait écrit. J'ai vu qu'il était quand même positif en me disant il y a une bonne nouvelle, l'Europe n'est pas divisée, on n'a pas des taxes par pays, mais c'est bien pour l'Union européenne. Voilà, je me suis dit s'il faut se féliciter de cette peut-être micro bonne nouvelle. Pour le reste, nous, on va en parler tout à l'heure, mais on va mettre en place des mesures d'information pour toutes les entreprises qui sont touchées. Donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. D'accord. Monsieur Halali. Oui, comment compléter ça? Effectivement, on attend quand même assez impatiemment la liste des produits, puisqu'aujourd'hui, on a les taux, on a les pays concernés, mais on n'a pas la liste des produits frappés par ces mesures. Et on attend également de savoir ce que l'Union européenne va répliquer. Ouais. Puisque pour le moment, on ne parle effectivement que des mesures américaines, mais il y a aussi tous les lots de mesures en réponse que prépare l'UE et qui sont censées entrer en vigueur à la mi-avril. Donc il va falloir surveiller tout ça et effectivement être attentif aux conséquences, notamment douanières, du sujet. D'accord. Bon, voilà. Oui. Et puis, on parle bien d'Union européenne, effectivement, pas par pays, mais on a quand même la Réunion qui se détache avec des taxes à part. Donc, il faut un peu comprendre tout ça. Voilà. D'accord. Je pense qu'on y reviendra à la fin de la conférence. Et sans plus tarder, donc, j'appelle Jean-Michel Garcia pour présenter les principales tendances du baromètre 2025. Ah oui, pardon. Merci Christine. Bonjour à tous. Voilà. Alors très rapidement, l'AUTF, eh bien, c'est l'association qui représente les chargeurs, et les chargeurs, eh bien, ce sont en commerce international les vendeurs et les acheteurs, c'est-à-dire les importateurs ou les exportateurs. Donc à un moment donné, on s'était dit qu'il était intéressant d'avoir un baromètre qui pouvait mettre en avant la perception des chargeurs dans leur environnement douanier et de pouvoir réagir par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'année dernière ce baromètre, et aujourd'hui c'est la deuxième édition. Une deuxième édition qui a eu pas mal de succès en retour, et ça grâce à différents acteurs qui ont pu rediffuser ce questionnaire. Je pense à l'Audace, au MEDEF, à Franchimie, la FIEC, certains clubs régionaux comme l'ACPCI ou le club des chargeurs des Hauts-de-France. Donc il y a pas mal de monde. Alors j'en oublie certains et j'en suis désolé, mais c'est vrai que c'est très intéressant que tous les acteurs se soient sentis impliqués dans cette réflexion et qu'on puisse aller toucher les chargeurs de tous les horizons. Donc vous l'avez vu, les questions qu'on va se poser, il y a six grandes thématiques. La relation avec les RDE, les représentants en douane enregistrés, la qualité de la relation avec les expressistes, mais aussi avec l'administration douanière, la perception des formalités et procédures douanières, la perception des chargeurs sur le contrôle et les contentieux, et enfin le rôle de responsable douane, puisque c'est aux responsables douane à qui s'adresse ce questionnaire, eh bien, comment je perçois mon rôle dans l'entreprise. Et donc là, sans plus aller loin dans le suspense, voilà par catégorie les résultats qui sont classés en termes de perception. Alors, apparaît en première position la perception des représentants en douane enregistrés hors expressistes. Effectivement, donc on verra un petit peu le détail tout à l'heure. L'administration douanière qui est très très bien perçue également par les chargeurs. La perception des contrôles au contentieux, là on commence à être un petit peu sur la moyenne, puisque je vous rappelle que ce questionnaire, chaque question c'est noté de 1 à 10, donc la moyenne elle se situe
autour de 5,5. Donc là, quand on commence à être à 5,4, eh ben, ça veut dire qu'on commence à être un petit peu en dessous de la moyenne. Mon rôle de responsable douane, eh bien là, effectivement, on commence à voir qu'il y a des questionnements qui se posent. Ma perception des formalités et procédures douanières, ça commence à être un peu plus négatif, et pour arriver effectivement à la relation avec les expressistes où ça pose effectivement quelques soucis. Alors on va faire très vite, hein, parce que l'objet c'est pas de rentrer. Il y aura effectivement un document qui va être finalisé, et un document d'ailleurs où vous verrez il y a toute la répartition des notes, hein, qui est faite. Comme ça, vous verrez la répartition, là où se situent exactement les réponses des répondants de ce panel. Là, on va juste aller à l'essentiel, juste pour vous dire que les relations par rapport au RDE, elles sont plutôt très, très bonnes, et quelle que soit la thématique qui soit abordée. La première note, c'est la mise en œuvre de mon contrat. Et là, ça suscite effectivement une question aussi, c'est quand on fait ce questionnaire, finalement, eh bien, les chargeurs, il y a des chargeurs qui ont des services douane en interne, et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément de services douane. C'est des personnes qui font la douane, mais ce n'est pas forcément des spécialistes. Donc ces personnes-là, quelque part, dans les futurs baromètres, on va essayer de les toucher peut-être un peu plus pour avoir aussi un autre type de réponse potentiellement sur ce baromètre. Mais donc là aussi, ça sera important de voir dans le compte-rendu qui sera fait de ce baromètre et qui est disponible, je crois, dès aujourd'hui, la dispersion des répondants. Tout de suite après, vient dans l'ordre des questions, les expressistes. Là aussi, ces résultats ne sont pas étonnants. On le verra peut-être par la suite, hein, mais c'est une fonction où les flux sont relativement intenses, et où les process, suivant les expressistes, ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, on le voit, c'est un petit peu compliqué pour les chargeurs de se positionner là-dessus, enfin d'avoir une satisfaction par rapport à certains points, comme récupérer certains documents, par exemple. Donc là, il y a, je sais, pour avoir contacté l'UFEX, l'UFEX, c'est l'union des expressistes français. Ils sont prêts à travailler aussi avec l'AUTF sur des sujets pour aller un petit peu plus en avant sur ce point relativement à faire progresser. Le troisième point qui a été développé, eh bien, c'est la relation avec l'administration douanière. Et là, on a effectivement de très bons résultats, et notamment la première question, c'est la meilleure note qui est donnée par le panel, hein, c'est 8 sur 10, et c'est la relation qu'il y a, c'est la satisfaction que les chargeurs ont par rapport au support fourni par l'administration. C'est la relation avec les services grands comptes, avec les postes d'action économique, c'est avec l'administration. Donc là, effectivement, il y a une grande satisfaction des chargeurs. Après, effectivement, le point qu'on peut mettre en avant, c'est la dernière question, par exemple, hein, sur suis-je confiant dans les évolutions de la réglementation à venir. Sous-jacent, est-ce que je trouve que les réglementations sont en ligne avec les intérêts de mon entreprise? Bon, là, effectivement, on est en dessous de la moyenne, puisque je rappelle que la moyenne, on est à 5,5. La thématique qui suit, c'est ma perception des formalités et procédures douanières. Donc là, sur ce point-là, on va se partager en trois parties. Une première partie où effectivement, ça semble incontestable et c'est relativement
c'est relativement unanime. On a effectivement une simplification des procédures douanières qui permet de fluidifier les opérations. Ça, c'est relativement validé. Après, effectivement, quand on rentre dans le détail, eh bien, on voit, en se posant certaines questions sur est-ce que ça simplifie, est-ce que ça rend plus facile les procédures, est-ce que c'est plus facile de corriger. Là, eh bien, c'est beaucoup plus tendu. On a rajouté d'ailleurs une question sur Delta I, sur suis-je confiant à la mise en place de Delta I. Là, effectivement, on commence à se poser certaines questions, puisqu'on enchaîne report sur report, et puis ça demande quand même beaucoup de travail. Donc ça, c'est des sujets qui sont sur la table. Donc voilà, quelques questions qui sont aussi dans cette question, dans ce groupe de questions qui est pour voilà, les procédures. L'idée, c'est qu'on veut les simplifier, et c'est au final qu'on veut que ça coûte moins cher. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, quand on regarde la dernière question, par exemple, sur le coût des prestations douanières internalisées ou externalisées tant abaissé, eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, effectivement, c'est un sujet qui pose question au sein des entreprises. On voit effectivement de la fluidité, mais pas forcément de facilité et pas forcément des coûts qui baissent. Le point suivant, eh bien, c'est ma perception par rapport au contrôle et contentieux. Là, effectivement, on voit que les contrôles ex ante, c'est-à-dire juste avant le dédouanement de la marchandise, eh bien, ça n'est pas tellement pénalisant. C'est des choses qui sont plutôt bien maîtrisées, bien perçues par les chargeurs, en tout cas. Les amendes elles-mêmes, eh bien, elles sont relativement comprises et acceptées. Donc ça, c'est quand même un point qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a une certaine pédagogie qui est faite, une certaine compréhension des choses. Maintenant, quand on va un peu plus dans le détail, est-ce que le traitement des contentieux est plus rapide, ou est-ce que le nombre de contrôles douaniers baisse? Là, ça reste stable. Le point qui est important, c'est les contrôles ex post, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu le dédouanement de fait, c'est des contrôles qui se font après coup. Et là, effectivement, on s'aperçoit que ça demande beaucoup de ressources en interne. Et c'est des dossiers, plusieurs dizaines de dossiers qui peuvent être demandés. Ça peut prendre plusieurs temps à examiner. On a un temps limité pour fournir les dossiers. Là, effectivement, ça pose effectivement des problèmes. Le point suivant et le dernier point qui est évalué, c'est mon rôle de responsable au sein de l'entreprise. Et là, c'est pareil, on peut le partager en trois. Eh bien, on voit que ma fonction est bien comprise et est bien positionnée dans l'entreprise. Donc là, on s'adresse, ce panel-là de répondants, on sent que c'est quand même des experts qui ont vraiment une maîtrise et qui ont un poids dans l'entreprise. Est-ce que suis-je satisfait de ma rémunération? Là aussi, on est dans quelque chose qui correspond à quelque chose de satisfaisant. Et puis après, eh bien, on voit ma communication sur les changements réglementaires à venir est bien accueillie. Là, c'est plutôt oui, mais c'est pas l'extase quand même. Et puis là, on commence à avoir un petit peu de problème. C'est notamment sur la mise à disposition de ressources pour les opérations douanières et non douanières et réglementaires, etc. Et puis la gestion des compétences en interne. Là aussi, ça c'est un sujet très important. Le recrutement, la formation, l'évolution des personnes. Et c'est une fonction qui évolue et on le verra par la suite. Donc effectivement, ça c'est un point qui est négatif. En tout cas, c'est perçu comme tel au sein des entreprises.
et on va peut-être voir pourquoi tout à l'heure. Et on a rajouté une question cette année sur les nouvelles réglementations. Alors ces nouvelles réglementations qui sont pour le coup pas forcément douanières, est-ce que ça a un impact sur l'activité? Eh bien, ça a un gros impact, effectivement. On voit que alors la question a été posée de telle sorte, est-ce que ça n'a pas d'impact? Alors, donc, effectivement, c'est le fait de l'impact qui est négatif. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps que sur les opérations en douane que nécessaire. Et donc, ça demande, et on le verra par la suite, une implication sur d'autres sujets dans l'entreprise. Donc, voilà un petit peu pour terminer sur ce baromètre douanier des chargeurs, baromètre qu'on va continuer à faire progresser, puisque on s'aperçoit que le panel, ce serait bien aussi de le qualifier pour voir si c'est plutôt les grandes entreprises, les plus petites entreprises qui sont sujettes à certaines réponses. Et donc voilà un sujet que nous allons tous suivre régulièrement. Merci Jean-Michel. Alors j'ai envie de réagir tout de suite, de faire réagir le représentant des chargeurs, M. Horry. Alors la note assez moyenne, 5,1 sur 10, obtenue sur la question du rôle du responsable douane dans les entreprises. Vous êtes dans une entreprise de taille assez conséquente. Est-ce que c'est le signe d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'autorité, d'un manque d'intégration avec d'autres métiers de l'entreprise? Comment vous interprétez? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors, par rapport au fait qu'il y a une mauvaise note sur cette thématique-là, pour moi, je trouve que le rôle du responsable douane, il est en train de changer depuis quelques années pour différentes choses. La fonction douane, d'une manière générale, elle devient de plus en plus stratégique dans les entreprises. Ça, c'est un fait. Le commerce international est de plus en plus complexe. On le voit avec la géopolitique. On est en plein cœur de l'actualité avec les annonces d'hier des États-Unis dont vous parliez au départ. On a une complexité des règles douanières qui est de plus en plus importante. On le voit notamment sur le sujet origine, qui implique une vraie stratégie pour les entreprises avec des impacts financiers plus ou moins importants selon les produits sur lesquels on travaille. Ça, c'est une chose. Vous avez également l'export control qu'on a vu arriver de plus en plus auprès des services douaniers, notamment avec les sanctions internationales sur lesquelles on arrive maintenant à devoir vérifier qu'on ne vend pas des produits standards à certains pays, notamment avec la Russie et la Biélorussie. Donc ça, forcément, comme on est toujours sur la base de codes douaniers, c'est les responsables douanes qui sont les premiers impactés à devoir qualifier ce qu'on peut faire ou ne pas faire en fonction des sanctions. À côté de ça, vous avez le vrai métier douane d'antan, si je puis dire, qui sont la gestion de l'optimisation douanière pour aller chercher de l'économique pour les entreprises avec les régimes particuliers, notamment entrepôt, fabrication sous douane. Bon, je vais éviter le jargon douanier, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une chose. Le commerce qui est de plus en plus complexe. À côté de ça, vous avez ces nouvelles réglementations qu'on appelle non douanières, qui finissent dans les services douaniers. MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et déforestation, par exemple. Une nouvelle fois, on est sur la base de code douanier pour définir si on est dans le champ d'application ou pas. Ce qui fait que ça, c'est suivi par les services douaniers en interaction avec d'autres fonctions de l'entreprise. Mais du coup, tout ça, ça amène, ça acquiert un degré stratégique aussi dans l'entreprise, puisque quelque part, on parle soit de taxes quand on va parler de MACF, soit d'environnement. Enfin, le MACF est aussi de l'environnement, mais la déforestation, c'est d'aller un peu chercher des informations chez nos fournisseurs dans tous les cas de figure. Mais ça va au-delà de l'environnemental. Vous avez toute une structure à mettre en place pour se plier à ces nouvelles réglementations. Des sujets qui sont techniques, difficiles, puisque là, on n'est vraiment pas sur du métier douane. Ça pousse à aller chercher de l'information chez nos fournisseurs. Ça pousse à assurer un suivi régulier de tout ça, à mettre en place donc, la structure organisationnelle qui va avec pour gérer ces sujets, des bases de données pour identifier toute la donnée qu'on va récupérer.
Et tout ça, à un moment donné, ça a un coût. Ça va au-delà de l'aspect taxe du MACF, par exemple. Donc ça explique un petit peu la note la plus faible qu'on a eue sur la catégorie avec 2,9. C'est qu'à un moment donné, ça force pour nous à présenter le sujet en interne, puisqu'ils ne sont pas forcément compris par les différentes fonctions, mais tout en étant obligé de s'assurer de pouvoir interagir avec les fonctions de l'entreprise pour répondre aux problématiques. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième, parce que ce n'est pas suffisant, donc contexte international complexe, ces nouvelles réglementations. Mais à côté de ça, on a une troisième source de travail qui s'ajoute, c'est les évolutions de la douane, je dirais. La digitalisation, la réforme de l'union douanière, c'est ça? Voilà, la réforme de l'union douanière avec l'harmonisation européenne qui est en train d'arriver petit à petit. En premier lieu avec les systèmes informatiques des douanes, plus la réforme de l'union douanière au global qui sera beaucoup plus long terme. Le thème principal du moment, c'est Delta Import, bien évidemment. Donc, ces trois éléments font qu'on a une actualité douanière qui est très très riche. Je ne sais pas si... J'imagine que tout le monde suit la veille réglementaire. C'est au quotidien des publications sur les trois thématiques que je viens d'évoquer. Ce qui fait que tout ça, ça devient complexe. Donc oui, on a un peu le sentiment d'avoir des difficultés pour agir, puisqu'on est un peu confronté à tous ces éléments qui tombent en même temps, je dirais. Ça nécessite quand même beaucoup d'agilité pour s'assurer de mettre en place des solutions qui soient pertinentes en fonction des sujets, tout en respectant les échéances. Parce qu'en ce moment, on a un peu l'impression que tout va très vite et il faut assez rapidement s'adapter. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, on a aussi des incertitudes sur tous ces nouveaux sujets qui tombent, sur les modalités d'application. Parce qu'on voit qu'il y a des reports, c'est un petit peu évolutif en fonction de la complexité des sujets. Tout ça pour arriver au fait qu'il faut aussi gérer nos compétences en entreprise. Je reprends un peu les différents points du rôle de responsable douane, mais note de 4,2 sur la gestion des compétences, c'est qu'à une époque, on cherchait des profils plutôt douaniers. Maintenant, face à tout ça, on a besoin de profils qui soient très polyvalents, à l'aise avec l'informatique, pour aller gérer de la data. On va de plus en plus vers des données. Voilà, donc c'est un peu complexe. Donc, pour conclure un peu la réponse à cette question, le côté positif de tout ça, c'est qu'on est de plus en plus sollicité pour les aides en termes d'aide à la décision dans l'entreprise, puisque ça devient stratégique. Mais face à la complexité de tous ces sujets, on a un peu le sentiment d'avoir des difficultés à agir. Comment prendre tout ça d'une manière macro et avoir des décisions pertinentes, voilà, sur un métier qui change. D'accord. Bon. Ça m'inspire une deuxième question, puis après je passe à l'intervenant suivant. Mais est-ce que la direction de l'entreprise, management, reconnaît l'importance de cette fonction? De plus en plus. Et est-ce que vous recrutez dans vos services? Alors, par rapport à mon entreprise ou de manière globale? Donnez le cas, puisque je sais qu'il y a des écoles de douane qui ont été créées dans les dernières années, et qu'effectivement, il y a des besoins en compétences dans ce domaine-là, comme il n'y en a jamais eu pendant longtemps. Oui, alors c'est un peu général, mais... En tout cas, pour ma propre expérience personnelle, ça fait 13 ans que je travaille dans l'entreprise où je suis. Au départ, c'était plutôt un domaine qui était cloisonné, un peu dans son coin. Je ne vais pas dire les mal-aimés, mais bon, c'était quand même à part. Et ça, c'est devenu de plus en plus démocratisé. Le ressenti, c'est qu'on est de plus en plus sollicité sur tous les sujets. Ça devient vraiment très transverse dans l'entreprise. C'est, je dirais, incontournable dès qu'on fait du commerce international, bien évidemment. Oui. Et le constat, c'est que l'équipe douane a augmenté. On était 2 il y a 13-14 ans. Maintenant, on est 7. Donc, on voit la différence. Donc, société qui a de plus en plus d'international, qui a grandi sur ce domaine-là. Mais également le fait qu'on ait de plus en plus de complexité, ça nécessite de la ressource pour traiter de tous les sujets, bien évidemment. D'accord. Voilà. Oui, mais je vous ai posé cette question parce qu'en fait, on le constate dans beaucoup d'entreprises qui commencent à s'internationaliser. Oui. Elles créent carrément des services de réglementation douane. C'est ça. Et qui font aussi de la veille sur les brevets, la R&D. Elles font une espèce de gros pôle. Voilà, c'est très important. Et on se rapproche de l'export control de plus en plus. Absolument. Alors, justement, on y vient. Monsieur Fabre-Garut, donc pour la douane, voilà, l'appréciation de la qualité globale des chargeurs vis-à-vis des relations avec la douane est plutôt bonne. Vous êtes largement au-dessus de la moyenne, 6,6 sur 10.
Mais il y a des marges d'amélioration, on l'a vu. Il y a les histoires de contentieux, mais peut-être tout de suite, puisqu'on rebondit là-dessus, sur les nouvelles procédures douanières européennes. ICS2, je crois, a été reporté au mois d'août plusieurs fois. Enfin, la dernière fois, c'est au mois d'août. Donc ICS, c'est Import Control System. Comment vous accompagnez les entreprises et comment améliorer justement la transition des entreprises dans ce nouvel univers? Très bonne question. Alors effectivement, merci à l'AUTF de m'inviter et de nous inviter ici à intervenir. Moi, je dirais plusieurs réponses. Je vais vous donner déjà peut-être la vision interne qu'a la douane, parce qu'en ce moment, les changements que vous vivez, on le vit aussi. Donc on est dans un cycle de discussion avec les organisations syndicales qui nous disent tous, mais les réformes vont trop vite, ça va trop vite, le métier change, la manière de travailler change. L'outil informatique change. Vous imaginez une veille écran avec plusieurs applicatifs, c'est compliqué. Donc on voit que tout ça va très vite pour tout le monde. Alors c'est peut-être que pour vous, ça ne relativisera pas la difficulté, mais pour nous, c'est aussi compliqué de la conduite du changement par rapport à tous ces systèmes d'information. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on accompagne. Alors on accompagne comment? On accompagne déjà en travaillant ensemble. Je pense que si on est ici, Jean-Michel, et encore une fois merci, c'est que l'année dernière on a signé une convention avec l'AUTF. Pourquoi signer une convention? C'est pour se parler, travailler ensemble pour l'application de tous ces programmes informatiques. Alors le travail ensemble, il se fait avec les adhérents de l'AUTF dans les commissions douane. Il se fait aussi à travers des interventions. Jean-Michel, tu es venu la semaine dernière à notre séminaire des chefs des pôles d'action économique. Donc on se parle et les difficultés qui sont relevées par les chargeurs, elles nous remontent. Donc ça, c'est important qu'on ait ce dialogue régulier. Nous, on ne peut pas tout savoir. J'en profite pour saluer Nathan, qui est mon binôme, avec qui on travaille sur ces sujets, mais nous, on représente les pôles d'action économique. Donc on a intérêt à avoir ce dialogue, justement, pour que les difficultés puissent nous remonter et pour qu'on puisse réagir quand il y a quelque chose qui est identifié comme étant une difficulté, on va dire, géographique, une difficulté sur un outil informatique. Donc j'ai à côté de moi Khalid avec TLF qui représente les RDE. Ils sont ceux qui déposent des déclarations en douane pour les chargeurs. On a évidemment ce dialogue aussi. Even, je pense que j'étais tous les jours au téléphone ou presque. Donc on a ce deux bouts de la chaîne dans le commerce international, les RDE, les chargeurs. Puis j'ai l'Audace en face de moi. Donc l'Audace, on a aussi une convention, c'est la formation. Donc tout ça forme un tout. On a évidemment cette possibilité, cet impératif de travailler, d'écouter ce qui se passe, d'écouter les difficultés, d'y répondre. Donc nous, Nathan et moi, on représente les pôles action économique. Vous en avez qui tiennent un stand ici, donc on va au-devant de l'entreprise. Donc peut-être cette bonne note, elle est là, c'est qu'on va vers l'entreprise, on parle, on discute, on est joignable, on fait ce qu'on peut pour être présent quand il y a des difficultés. On n'a pas toutes les réponses. Donc on apprend aussi en même temps que tout ça se met en place. Alors, sur la question des contentieux, quand même, il y a des marges d'amélioration. Je pense au contentieux ex-santé, c'est-à-dire après la... Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la fluidité des choses? Alors, on va prendre les chiffres du bilan, 2 minutes, le temps d'immobilisation d'une marchandise. Bon, ça veut dire entre le moment où la déclaration est injectée dans Delta et le moment où elle est libérée, c'est cool 2 minutes. Alors pour tous ceux qui sont frappés par des contentieux, ils vont dire, mais attendez, moi ça a duré plusieurs jours. Nous, ce qu'on constate, et vous l'avez dit en introduction, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations dites non douanières sectorielles. On peut penser au bien double usage. Évidemment, dès qu'il y a sanctions contre la Russie, il y a contrôle, on va dire, plus systématique sur certains types de marchandises et certains types de flux vers des pays. Quand il y a des normes, il y a des contrôles obligatoires. Donc on voit qu'il y a de plus en plus, notre directeur général aime bien rappeler le chiffre de 350 réglementations non douanières contrôlées par la douane au moment du passage frontière. Donc on voit que tout ça prend une ampleur qu'on découvre au fur et à mesure. Donc la douane s'adapte et la douane est obligée en réalité de contrôler un certain nombre de produits. D'accord.
Alors, Monsieur Alali, vous représentez les RDE, hein, les prestataires des chargeurs. Alors, ils sont plutôt bien notés. Hein. Moi, j'ai noté 7,6 sur 10, c'est la meilleure moyenne de tout le baromètre. Mais là encore, il semble qu'il y ait des marges d'amélioration. Je pense à une chose en particulier, c'est que certains chargeurs s'inquiètent du fait que votre profession pousse pour développer des contrats de représentation directe au lieu de représentation indirecte, ce qui implique que vous ayez moins de responsabilité s'il y a une bêtise ou un couac. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Je suis ravi que vous posiez la question, parce que ça va me permettre de tuer dans l'œuf, on va dire, cette idée reçue. La représentation en douane n'a strictement aucun impact sur le régime de responsabilité des représentants en douane. Le mode de représentation en douane ne fait que définir qui est redevable de la dette douanière. Donc que le RDE agisse en représentation directe ou indirecte, il reste responsable de ses éventuelles fautes de la même manière. Il n'y a strictement aucun sujet. La raison pour laquelle les RDE aujourd'hui ne souhaitent pas agir en représentation indirecte, c'est simplement que ce mode de représentation implique qu'il soit le redevable de la dette douanière. Redevable d'une dette pour des marchandises qui ne leur appartiennent pas. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est la raison pour laquelle les RDE prônent plutôt, lorsque c'est possible, de la représentation directe, qui permet du coup de laisser la dette douanière au chargeur, puisque c'est bien sa marchandise, c'est bien son acte d'importation ou dans certains cas d'exportation qui génère une dette qui est due, tout en ne s'exonérant d'aucune manière de ses éventuelles responsabilités si malheureusement il commet une faute. Ce qui me permet du coup de rebondir sur votre question sous un deuxième angle. La manière, entre guillemets, finalement de sécuriser, d'encadrer cette relation commerciale entre le RDE et son chargeur, c'est la contractualisation. C'est vraiment de passer par votre contrat, dans lequel on va préciser finalement quelles sont les responsabilités réciproques des parties. Là où aujourd'hui, faute peut-être de temps ou de popularité du contrat, on passe davantage sur des conditions générales, qui par définition sont générales et ne permettent pas toujours de répondre à l'enjeu ou finalement même aux considérations de l'entreprise. Donc l'un des messages moi que je souhaitais faire passer, c'était de ne pas hésiter à revenir vers vos RDE pour mieux formaliser finalement cette relation commerciale et de ne pas uniquement passer par les CGV, mais vraiment de contractualiser en bonne et due forme. Avec des clauses spécifiques. Absolument. Et un troisième point qui permet aussi de comprendre pourquoi les RDE ne sont pas très fervents de la représentation indirecte. Donc, comme vous l'abordiez tout à l'heure, on a une réforme du Code des douanes de l'Union qui est en train de s'opérer avec une première version du texte qui viendrait remplacer notre beau Code des douanes de l'Union actuel, et qui prévoit, lorsque le RDE est en représentation indirecte, qu'il devienne l'importateur et l'exportateur. D'accord. Et donc là, on passe sur une toute autre notion, puisque à ce jour, la représentation indirecte rend le RDE redevable de la dette, et par souci d'équité, son mandant est fait solidaire de cette dette, alors que dans le projet de réforme du Code des douanes de l'Union, un RDE qui agirait en représentation indirecte deviendrait l'importateur ou l'exportateur, avec toutes les conséquences que cela implique sur évidemment la redevabilité de la dette douanière et fiscale, mais également sur l'obligation de pouvoir satisfaire les fameuses 350 réglementations non douanières, alors que le RDE, par définition, n'a absolument aucune compétence sur le sujet. Sa compétence, son professionnalisme repose sur l'expertise douanière, l'expertise déclarative. Or, si on met la responsabilité sur un RDE de s'assurer qu'une marchandise est conforme pour la mise sur le marché, par exemple, je crains malheureusement que beaucoup de marchandises ne restent bloquées, puisque le RDE ne sera jamais en mesure de challenger la conformité d'un produit ou autre. Et comment vous allez vous adapter à cette nouvelle donne on milite, on fait du lobbying pour effectivement tenter de faire abandonner cette notion, ce rapprochement finalement entre le rôle de représentant en douane indirect et ce rôle d'importateur et d'exportateur. Alors on a des discussions avec le MEDEF, avec l'administration des douanes, avec les différentes instances professionnelles au niveau national et européen, pour tenter de faire comprendre finalement que si cette version du texte devait passer, il n'y aurait de toute façon plus de représentation indirecte du tout. D'accord.
Ok, le temps file, malheureusement, il nous reste un peu de temps. Alors, un grand absent parmi les intervenants, les expressistes. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont très mal notés par les chargeurs, 4,2 sur 10 en moyenne. Vous voulez peut-être donner une explication, Jean-Michel ? Non, c'est aussi, c'est pas par rapport à la notation, ils sont très volontaires. On parle pas mal avec les expressistes et je pense qu'on a pas mal de choses à mettre en œuvre ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, je pense que c'est une question d'agenda plutôt qu'autre chose. Mais effectivement, il y a aussi, on l'a vu, hein, la compréhension du chargeur par rapport à un écosystème qui est très complexe. Voilà, on a bien sûr un ressenti sur certaines choses. Forcément, les contrôles sont nécessaires. Forcément, ça prend du temps. Forcément, ça gêne. Bon, voilà, mais c'est quelque chose de nécessaire. Bon, la représentation directe, indirecte, bah, c'est aussi une perception, une compréhension de certaines choses. Là, c'est bien d'avoir des explications qui sont très claires sur ces sujets-là, peut-être à peaufiner aussi par la suite. Effectivement, il y a des questions qui se posent au niveau européen par rapport à l'évolution du code des douanes, etc. Donc ça, c'est des points dont il faut parler assez régulièrement et fortement pour éviter effectivement les dérives qu'il pourrait y avoir. Effectivement. Donc non, il n'y a pas de réponse particulière par rapport à ça. Je pense qu'il y aura, il y a surtout à se poser et puis à trouver avec les expressistes peut-être qui ont des modes des process très, très différents les uns des autres, qui ont cette notion de rapidité à avoir, à gérer, qu'il faut aussi peut-être prendre en compte, a aussi cette multiplication des réformes qu'il y a et des systèmes d'information qu'ils doivent mettre en œuvre très rapidement parce qu'ils sont dans un temps vraiment extrêmement rapide, eux, dans l'exécution et dans la mise en application, etc. Bon, chaque acteur a ses difficultés. Nous, ce qu'on a, c'est que comme chargeur, on a des attentes et ces attentes-là, on va essayer de travailler avec eux justement pour essayer de faire quelque chose. On avait déjà dans l'idée de le faire l'année dernière. On n'a pas forcément réussi à le mettre en œuvre. On va essayer cette année de faire quelque chose d'assez costaud pour pouvoir aller au-devant de tout ça. Voilà. Ok, bon, il nous reste quelques minutes, donc il y a peut-être des questions dans la salle pour voilà. Personne n'a de questions sur... Moi, j'en aurais une toute petite, du coup. On a parlé tout à l'heure du nouveau régime douanier américain, qui vous reste certes à comprendre dans tous ces détails. Quand on exporte aux États-Unis actuellement, est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à demander à l'importateur américain de tout faire? Parce que là, ça devient extrêmement compliqué, non? Alors nous, on a toujours déconseillé le DDP, si c'est la question. Ouais. Bon, là, je pense que c'est encore plus vrai, mais quel que soit le pays, c'est toujours compliqué d'envoyer des marchandises dans des DDP, c'est-à-dire d'être responsable à la fois de la douane export et de la douane import. Voilà. Ok. Oui, je rejoins Marc. Il y a un principe en commerce international, en matière douanière, qui dit « chacun fait sa douane chez lui ». Et c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça et d'éviter justement les extrêmes des incoterms. Donc DDP effectivement à l'export, mais également l'Exworks, qui au départ de l'UE est incompatible, je le rappelle, avec la nouvelle définition de l'exportateur. Donc de bien maîtriser et négocier ces incoterms, c'est aussi s'économiser beaucoup de problématiques malheureusement quand on se trompe et qu'on a la charge finalement d'une formalité qu'on ne maîtrise pas et qui a pour conséquence finalement de bloquer la chaîne logistique. J'ai une autre question, toujours sur le même sujet, sauf s'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question dans la salle. On en a pour 4 ans avec Donald Trump, là. Est-ce que faire du commerce international avec les États-Unis ne va pas devenir très, très compliqué? Est-ce que ça va pas... On attend les contre-mesures européennes qui vont être définies mi-avril. Il semble aussi qu'il faille faire attention à ce qu'on fait fabriquer en Chine et qu'on réexporte aux États-Unis.
parce qu'on peut aussi rentrer dans un certain nombre de trucs. Est-ce que le commerce international avec les États-Unis, c'est pas fini, quoi? Alors, je dirais que pour certaines entreprises, il est vital, donc ça va être un peu compliqué, il va falloir s'adapter. Ouais. Puis bon, ben, ça, forcément, ça va. Toutes ces tensions qui arrivent, ça va mettre à mal un peu les échanges commerciaux avec eux, mais je dirais que ça ne va pas s'arrêter. Donc il va falloir trouver des solutions, oui, clairement. Pour compléter, je pense qu'on n'en est pas à notre première crise en matière de commerce international. Celle-ci est inédite, hein, puisque je pense que jamais aucun pays n'a instauré de tels droits de douane à l'échelle mondiale. Ouais. Mais on est résilient, on va s'adapter. On attend effectivement les contre-mesures européennes. La question, c'est de savoir si finalement on n'entre pas dans un tout nouveau jeu où les droits de douane seront, en tout cas pour les 4 prochaines années, à un niveau très supérieur à la normale. Est-ce que le marché ne va pas tout simplement s'adapter finalement à cette réalité économique? Je ne crois pas personnellement à un arrêt total des trades avec les États-Unis. Jean-Michel, peut-être quelle est l'ambiance chez les chargeurs là? Enfin, ceux qui travaillent avec les États-Unis. L'ambiance chez les chargeurs, elle est très différente suivant qu'on travaille ou pas et suivant qu'on a des filiales dans tel ou tel pays qui sont plus ou moins touchés par justement ces droits de douane. Ça a des conséquences très importantes sur le chiffre d'affaires. Effectivement, sur la partie transport, la résilience est relativement facile. On diminue les volumes potentiellement ou on génère du stock. Ça c'est l'aspect logistique des choses. Sur l'aspect commercial des choses, il faut s'adapter. Il faut s'adapter soit à réduire les volumes qui vont à destination des États-Unis parce que effectivement, il y a moins de consommation puisque les consommateurs vont aussi peut-être ne plus acheter certains produits parce qu'ils deviennent trop chers. Là, on parle de produits finis. Les produits qui arrivent comme pièces dans l'industrie automobile, là c'est autre chose. On est dans du B2B et là il y a un marché extrêmement concurrentiel et ça peut réduire fortement certains flux. Donc ça a une incidence très importante, très grave pour les entreprises. La résilience, elle n'est pas aussi simple que dans la partie transport. La résilience, ça va être de voir comment on oriente les flux commerciaux, quel partenaire on va avoir. Est-ce que c'est toujours la même quantité à tel endroit ou pas? Et donc, il va y avoir une adaptation commerciale de ces flux-là. Et j'aurais tendance à dire aussi dans le sourcing, parce qu'on est confronté à des réglementations européennes aussi. On parle de MACF. Là aussi, tous les flux, en fait, que ce soit import ou export, sont à revoir. Il y a une stratégie à mettre en place au niveau des entreprises avec toutes ces réglementations, avec tous ces mouvements géopolitiques, climatiques, etc. qui se mettent en œuvre. Eh bien là, il y a vraiment des grandes réflexions pour chaque entreprise à mettre sur le papier. Christine, je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que dit Jean-Michel. Tu as tout à fait raison, Jean-Michel. Nous, on va profiter de ça aussi pour promouvoir les accords commerciaux existants et notamment le CETA. Donc là, on a un rythme en tout cas de réunions, de webinaires pour rappeler les avantages du CETA en termes de compétitivité pour une entreprise. Donc on a constaté qu'il y avait une sous-utilisation des préférences tarifaires vers le Canada. Donc on va revenir là-dessus et puis la mondialisation heureuse, elle est peut-être terminée. Ça, on en a l'exemple frappant. En revanche, il reste que toutes ces relations, tous ces accords commerciaux bilatéraux qui ont été signés par l'Union européenne qui vont prendre une nouvelle dimension. Et nous, on va beaucoup communiquer dessus. On va accompagner les entreprises pour justement faire ce que Jean-Michel décrit. Alors à notre niveau, on n'a pas l'approche commerciale, mais en tout cas, la possibilité de diversifier à la fois ses approvisionnements et ses clients à l'exportation, ça, on va aider et accompagner sur ces sujets-là. Il paraît que le Canada cherche de nouveaux fournisseurs. J'ai entendu ça.
Ok, ben, on en a terminé avec cette conférence d'une actualité brûlante. Merci infiniment d'être intervenu. Merci de m'avoir et merci à tous d'avoir suivi. Merci.